Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. En quelques minutes, on va parler des avocats, comme moi, des confrères, mais côté requérant, côté association environnementale ou autre, en face. Voyons ce qu'ils ont à nous dire, témoignages croisés. Mais tout de suite, les brefs de la semaine, avec en matière d'agent, le fait que, également dans le monde universitaire, un agent contractuel à l'université justifiant une durée de service public de 6 ans ou plus dispose d'un CDI. Et 3 décrets qui ont été adoptés, tous du 11 juin, sur les SDIS, avec notamment une sous-direction santé et un emploi de sous-directeur. En matière d'élus, dans l'affaire Marine Le Pen, le TA de Lille nous l'a dit le 4 juin, le TA de la Guadeloupe dans une affaire qui concerne le Gosier le 17 juin, et ça a été confirmé pour une affaire concernant Mayotte par le Conseil d'État le 18 juin. Qu'est-ce qui a été confirmé? Que quand on va démissionner d'office un élu, parce qu'il a été déclaré inéligible par le juge pénal, eh bien, au stade, le préfet, lui, va être obligé de déclarer cet élu inéligible. Alors, je vous rappelle que ça se passe après appel, mais que pour les élus locaux, et locaux uniquement, ça peut s'appliquer également dès la première instance s'il y a exécution provisoire décidée par le juge, comme pour Marine Le Pen. Donc, je reprends mon histoire, j'ai le juge pénal, très bien, il nous dit que la personne est inéligible, ok, ça va s'appliquer, soit parce qu'il n'y a pas appel, soit parce qu'on a passé l'appel, soit parce qu'on est en première instance un élu local et il y a exécution provisoire, ok. Le préfet à ce moment-là va devoir déclarer cet élu inéligible, ça s'appelle un arrêté de démission d'office, qu'il perde le mandat en cours. Bien, je parle pour les élus locaux, pour les élus nationaux, donc c'est un peu plus compliqué. À ce stade, est-ce que je refais le match ? Est-ce que devant le juge administratif, devant le préfet, puis le juge administratif, on va reprendre toute l'histoire, voir quelles sont les modalités éventuelles? Est-ce que, l'inéligibilité, c'est peut-être pour une durée excessive ou imprécise? Non, nous dit ces tribunaux administratifs, et surtout non, nous dit le Conseil d'État. Le préfet est en compétence liée, il n'a pas le choix. Le juge pénal a dit que lui, il doit prendre son arrêté de démission d'office. C'est automatique. Ce que nous a dit le Conseil d'État aussi, mais on le savait, simplement c'était pas la doctrine de l'État étrangement, mais ça faisait plus d'un siècle que le juge nous le disait. Si en revanche un arrêté de démission d'office et que l'élu concerné va saisir le juge, tant que le juge n'a pas tranché, eh bien cet arrêté, ce recours est suspensif. C'est une dérogation propre au droit au contentieux électoral, au code électoral. Élu toujours, vous vous souvenez peut-être d'une affaire assez horrible de procuration frauduleuse à Marseille, et qui était horrible parce que franchement les faits n'étaient comme pas ragoûtants. Le Conseil d'État décidant l'inéligibilité de l'élu concerné avait dit que cette personne savait que ces procurations étaient frauduleuses, et le Conseil d'État avait détaillé tout ceci pour déclarer cette personne inéligible. Cette personne a fait un recours devant la CEDH. Donc c'est une affaire Ravier contre France. Puisqu'au auteur de la CEDH, il n'y a plus d'anonymisation. En disant, c'est pas bien parce qu'on m'a jugé comme si on était au pénal, du coup on n'a pas respecté mes règles, notamment le droit à la présomption d'innocence. Non, on a respecté ton droit à la présomption d'innocence, on a regardé ce qu'il en était, et on a constaté que tu n'étais pas innocent, et donc il pouvait y avoir une inéligibilité, nous dit la CEDH. En d'autres termes, certes. Le TA d'Orléans nous confirme que, non, quand on va lire des exécutifs, adjoint au maire, ou en l'occurrence vice-président d'un syndicat intercommunal, non, on ne peut pas, même si tout le monde est d'accord, ça ne fait pas partie des cas où quand tout le monde est d'accord, on peut s'abstraire de l'obligation de faire un scrutin secret, on peut pas le faire à main levée. Non, là c'est confirmatif. Et puis les élus toujours sont nombreux maintenant à démissionner. L'année qui vient de s'écouler est une année record en termes de démission de maires, ce qui sonne un peu comme un signal d'alarme sur l'état de notre démocratie représentative locale. Passons à l'urbanisme maintenant, parce qu'on a un gros volet urbanisme. La Cour de cassation nous dit que dans une ZAC, le droit de délaissement n'exclut pas pour autant, en plus, la possibilité de recours à la procédure d'expropriation. À mon avis, ça allait de soi, mais ça va mieux en le disant. Le PLU peut encadrer les dérogations permises au nom du bonus écologique, nous dit le Conseil d'État. Conseil d'État qui, toujours, et le même jour, rend une décision intéressante, confirmant que quand je vais appliquer la loi de 2000 sur les gens du voyage, c'est bien aux intéressés de justifier qu'ils sont sédentaires et que donc ça ne s'applique pas à eux. Et puis on a une nouvelle loi
en date du 16 juin qui vise à faciliter la transformation de bureaux et autres bâtiments en logements, plus de 3 autres choses. Et enfin, toujours en urbanisme, Bercy a mis en place un simulateur qui est gratuit, qui est bien fait, des taxes d'urbanisme, taxes d'aménagement, redevances d'archéologie préventive. Voici ici l'adresse internet. En matière de contrat, si vous voulez rire, vous pouvez lire le Théâtre de Mayotte, 16 juin 2025. On a un délégataire d'une navette maritime qui a commis un nombre de fraudes. En droit, on n'apprend rien, mais alors en termes de bêtisier, en termes de fraude, c'est énorme. Et évidemment, la saisie du juge peut conduire à la déchéance, la résiliation, on appelle ça déchéance quand c'est décidé par le juge en DSP, de ce contrat avec un effet différé. Mais, magnifique. Et puis le théâtre de la Martinique qui nous dit que les intérêts moratoires et indemnités forfaitaires sont dus évidemment de plein droit, sans relance, dès que le délai de paiement est passé. Bon, vous savez, mais ouais, un petit rappel. En matière d'environnement, autre mise en ligne, mais cette fois-ci du classeur eau, avec toute une série de fiches sur toute une série de domaines, par la conférence des autorités environnementales sur le site donc des MRAE. C'est bien fait, et puis ça fait une doctrine officielle à opposer, donc c'est bien. Et puis la ministre Pannier-Runacher a montré son plan plastique, notamment à la commission développement durable du Sénat, qui lui a donné un satisfecit. Derrière cet enthousiasme, il y a le fait surtout qu'il y a un recul évident sur la consigne en matière de plastique, ce qui évidemment rassure beaucoup d'acteurs du bloc local. En matière de sécurité, le Théâtre de Toulouse nous a dit jusqu'à où et pour quel type d'installation faut-il intégrer des dispositifs mobilisables par l'exploitation d'ICPE en matière de défense extérieure contre l'incendie. Ma réponse, Théâtre de Toulouse, mais le texte était relativement clair à mon sens, déjà de toute manière. Et une instruction de l'intérieur sur les modalités de suivi des plans départementaux de restauration de la sécurité du quotidien et adaptation locale. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons maintenant à un dossier un peu atypique. Plutôt que de vous présenter, comme je le fais à chaque fois, un sujet, puis on fait une interview, on va faire que 2 interviews. Pourquoi ? Parce que moi, je fais mon travail d'avocat avec les équipes de notre cabinet et l'essentiel de nos clients sont des collectivités publiques. Bien. Et en face de nous, on a d'autres avocats qui travaillent beaucoup pour des associations environnementales ou autres types de requérants. Et j'ai voulu, notamment dans le cas du monde environnemental, leur donner la parole. Alors évidemment, si vous êtes du monde de mes clients, ces gens-là, ils sont pas de notre côté, ils sont en face. Mais ils existent, ils ont des choses à nous dire, et il me semble qu'il y a des évolutions très importantes de leur métier depuis 10-15 ans. En tout cas, j'ai commencé à travailler en 1989 et surtout 90, et il me semble que depuis cette époque-là, il y a eu des bouleversements considérables concernant la manière pour ces requérants adverses là de travailler. Donc j'ai voulu en interroger 2. Bonjour chers confrères. Bonjour. Et chers consoeurs. Bonjour. Commençons par vous. Tout le monde vous connaît, vous êtes avocat, vous êtes ancien député et militant écologiste. Je crois que pour les particuliers, voire certaines associations qui sont vos clients, le premier obstacle, c'est la peur d'attaquer, contrairement à ce que nous, dans notre monde public, on croit usuellement. C'est bien ça ? C'est vrai que pour beaucoup de clients, on s'en fait un monde, voilà, de demander à un rectorat d'annuler une décision d'affectation ou de la reconsidérer, de demander à une préfecture de bien vouloir indemniser parce qu'ils ont tardé à reloger dans le cadre du droit au logement opposable, ou bien sûr, dans le cadre d'une décision environnementale, de l'annuler. Recours pour excès de pouvoir, c'est un peu grandiloquent, on n'y peut rien, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et je crois que pour beaucoup de requérants, d'associations, c'est peut-être ça la première barrière. Considérer qu'on peut le faire, que en vérité, il n'y a pas vraiment de risque. Au pire, ça marche. Vous voyez, si je devais présenter un peu les choses comme ça, il faut toujours se garder de procédures abusives, mais on peut quand même expliquer aux clients que on a le droit de contester une décision administrative. Et en vérité, si ça marche pas pour des bonnes ou des mauvaises raisons, il n'y a pas de retour de bâton de la préfecture. Vous voyez, un client qui est en délicate situation en matière de logement, il peut demander une indemnité quand le préfet a tardé à lui octroyer un logement social, quand il a mis plus de 6 mois.
il n'y aura pas de contrepartie, de retour de bâton, de dossier sanctionné parce qu'il aura fait valoir son droit à la justice. Et de la même manière, une association, voilà, la préfecture est protéiforme si elle attaque une décision d'urbanisme ou autre. La préfecture, évidemment, le prendra comme c'est, un empêchement de bétonner en rond, souvent. Mais il n'y a pas de contre-coup, entre guillemets, et si c'est perdu, c'est perdu. Mais ça ne va pas fragiliser le budget de l'association ou quoi. Et je crois que c'est ça, peut-être s'autoriser à contester une décision administrative. En tout cas, en droit public, c'est peut-être la première des démarches. Avec souvent des besoins de sécuriser les questions d'intérêt à agir, notamment pour les associations, des questions de procédure, de délai. Nous, en défense, c'est des domaines où on essaie toujours de vous harponner. On se fait plaisir, mais on voit que côté requérant, c'est un sujet, même quand on connaît les pièges, qui n'est pas toujours facile à sécuriser. En tout cas, c'est le sentiment que nous, on a. De la même manière que parfois, on voit un problème de coordination des lignes d'attaque entre plusieurs requérants qui peuvent ne pas avoir les mêmes options sur le fond. Qu'en est-il de votre point de vue? Oui. Je trouve entre vous et moi que le droit public, le juge administratif est plutôt relax, plutôt coulant en fait, en vérité, avec l'intérêt à agir, avec la recevabilité. Il y a pas mal d'éléments qui peuvent être régularisés en cours d'instance. Je connais des contentieux beaucoup plus stricts où une fois que c'est lancé, c'est parti. Le droit de la presse, par exemple, on ne peut pas se régulariser en cours de route ou pas aussi facilement. C'est semé d'obstacles, parcours du combattant presque, semé d'obstacles pour celui qui attaque. Et évidemment, c'est fait pour protéger la liberté de la presse et d'informer notamment. Mais donc, la question principale, c'est quand même évidemment les 2 mois, les délais évidents. Je dirais qu'en matière d'intérêt à agir, une fois qu'on a expliqué ça, et le terme est assez explicite, vous avez intérêt à agir ou pas, vous êtes une association sur l'environnement, on peut comprendre que vous ayez intérêt à agir sur le sujet, mais c'est à peu près OK. La difficulté va être entre le distinguo entre une action, je dis le mot pour aller vite, politique ou médiatique, et ce qui se passe réellement pour le juge. Vous voyez, vous pouvez avoir une association requérante et puis un discours qui est porté par une autre. On l'a souvent, ça, dans des contentieux où il y a beaucoup d'acteurs, le Terminal 4, Notre-Dame-des-Landes, évidemment, des grands projets comme ça qui sont contestés. Il y a une association qui a intérêt à agir et qui porte le recours. C'est-à-dire que sans elle, ça ne marche pas. Et puis, vous avez une multitude d'acteurs qui vont pouvoir prendre la parole. Et du point de vue du requérant, il y a cette stratégie avec laquelle jongler. C'est-à-dire qu'il y a le temps évidemment judiciaire, juridique, devant le tribunal, avec ses règles propres, qui est bien recevable. Et puis, parce que souvent les associations sont en coalition, en partenariat et autres, et leur dire que non, il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 personnes qui s'y joignent, puisque le recours il est porté par une seule personne, et c'est cette personne qui fait que ça passe, entre guillemets, qui fait qu'on est recevable, qu'on a intérêt à agir, que l'examen du bien fondé de la requête sera octroyé ou validé. Et puis le discours par ailleurs, politique, ou en tout cas de campagne contre ce projet qui peut être partagé, on va dire. Voilà. Et les calendriers qui ne sont pas les mêmes, c'est important. Passons à vous, cher consoeur. On reviendra, on va passer de l'un à l'autre. C'est quoi d'être avocate en droit de l'environnement? Quelles en sont plus largement donc les servitudes et les complexités? Alors, être avocat en droit de l'environnement aujourd'hui, c'est d'abord accepter de mener un contentieux extrêmement technique, extrêmement complexe. C'est vrai qu'on parle beaucoup de simplification, hein, de procédures de simplification, et en fait, on s'aperçoit que concrètement, dans la pratique contentieuse, en fait, c'est un droit qui demande énormément de compétences diverses et variées, bien sûr juridiques, mais également qui convoquent des notions naturalistes, par exemple, ou extrêmement liées
à la technicité d'une installation classée ou d'une exploitation quelconque. Voilà, donc si vous voulez, c'est un contentieux qui est extrêmement complexe, qui demande bien sûr la compétence juridique, mais aussi de s'adjoindre souvent les services de personnes qui sont des experts dans le domaine en particulier qui est l'objet du litige. Beaucoup de collectivités croient qu'il est très facile d'être côté requérant en matière environnementale. Moi, je pense, pour ma part, que c'était vrai il y a 20 ou 30 ans, mais que ce n'est plus le cas. Pensez-vous que, selon vous, ceux qui pensent que c'est aisé ont-ils raison? Alors, c'est pas vrai du tout. On peut dire que moi, je pratique le droit de l'environnement depuis presque 20 ans, et que quand j'ai commencé, les choses étaient bien plus simples pour les associations environnementales notamment, et tout type de requérants en général. Euh, Comme je le disais, effectivement, sous couvert de simplification, on a beaucoup complexifié ce droit. On a réduit énormément l'accès à la justice des associations environnementales, de par notamment les délais qui sont de plus en plus raccourcis. Pour ne prendre qu'un exemple, les installations classées, on pouvait les attaquer dans un délai de 4 mois. Aujourd'hui, on n'a plus que 2 mois. De même pour les autorisations environnementales, les délais sont raccourcis. Les formalités de notification qui n'existaient pas, qui existaient sur le volet droit de l'urbanisme, ont été étendues au droit environnemental. Donc c'est une façon aussi, si vous voulez, malheureusement, de restreindre l'accès à la justice et d'obliger les associations à prendre des avocats. Chacun sait que on peut saisir la justice administrative en première instance sans ministère d'avocat. Aujourd'hui, le faire est un exercice extrêmement complexe et risqué pour la recevabilité des requêtes. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on tend de moins en moins vers des annulations complètes des autorisations environnementales notamment. On est de plus en plus dans cette logique de régularisation des autorisations. Le juge peut s'octroyer d'ailleurs d'office le droit de surseoir à statuer avant de rendre ses décisions au fond, pour laisser l'opportunité aux porteurs du projet de régulariser un vice parfois substantiel qui touche à la composition de son dossier ou à la procédure. Et finalement, se font de plus en plus rares les moyens qui sont irrégularisables ou qui ne sont pas dantonisables, pour utiliser le vocabulaire des praticiens. Et c'est vrai que ça rend du coup la chose beaucoup plus compliquée, puisque quand on est un avocat et qu'on est obligé de dire la vérité évidemment à ses clients, bien souvent, il m'arrive de dire, bah, écoutez, tout au mieux, on pourra obtenir une régularisation du projet sur tel et tel point, mais en obtenir l'annulation complète sur les moyens que nous avons, ça va être compliqué. Voilà, donc ça, c'est quand même un exemple concret que l'on voit vraiment de manière évidente avec le temps et qui rend ce droit vraiment de moins en moins accessible aux requérants. On voit aussi que certaines notions sont affaiblies. Je pense évidemment à la raison impérative d'intérêt public majeur qui est propre à la législation sur les espèces protégées, que le législateur aujourd'hui tente à affaiblir en introduisant, ce qui n'existe pas d'ailleurs dans le droit européen, dans le cadre de la directive Habitat, en introduisant des présomptions de raison impérative d'intérêt public majeur, en y introduisant des notions comme des projets nationaux d'intérêt majeur qui viennent un peu supplanter la raison impérative. Donc voilà, des tentatives vraiment de venir un peu contrecarrer les exigences portées par certains textes qui sont exigeants en matière environnementale. Voilà, donc le contentieux administratif de droit de l'environnement, on ne peut pas dire que la paire belle soit faite aux associations, mais plutôt aux porteurs de projets. Et donc voilà, on a un devoir de conseil qui fait qu'en général, quand on attaque, c'est qu'on a vraiment un véritable moyen sérieux d'obtenir au moins une annulation partielle. Et est-ce que ces difficultés, le fait que c'est plutôt plus dur qu'avant en fait, est-ce que ça conduit les associations à être plus souples, à entrer dans la discussion, la négociation, ou plus de dialogue, ou au contraire, à contourner le juge administratif en allant plus vers le droit pénal de l'environnement, ce qui, moi, est une chose que je constate sur le terrain en tout cas. Les associations environnementales me font souvent le retour quand même qu'elles regrettent qu'il n'y ait pas suffisamment de dialogue avec les collectivités ou les pouvoirs publics en général. Elles regrettent que la démocratie participative ne soit pas plus efficiente en amont des projets
parce qu'il réellement, je pense que ça éviterait bien des contentieux et bien des problématiques sur le terrain que l'on rencontre dans certains contentieux hein, qui ont fait la une des journaux. Effectivement, quand je parle de ça, je parle des ZAD, je parle des occupations de terrain, qui sont un peu parfois les derniers recours utilisés par les riverains dans l'attente d'une décision au fond du juge, tout en sachant que l'accès au référé est là aussi extrêmement compliqué. Donc ce dialogue, effectivement, il ne se fait pas toujours, il se fait même assez rarement, et il se fait au détriment finalement d'une pacification et surtout on va dire, d'une cohérence des projets par rapport aux besoins d'un territoire et par rapport à la manière dont il est accueilli sur le territoire. Et ça, c'est vraiment regrettable et je pense que c'est un point d'amélioration que peuvent envisager les collectivités. Bien sûr, je ne parle pas de certaines associations qui vont partir au contentieux pour partir au contentieux, mais ce n'est vraiment pas la majorité des cas. Et les associations environnementales agréées ont toujours cette idée qu'il faut d'abord dialoguer avant d'engager le contentieux. Ensuite, le volet pénal, il intervient en dernier lieu, parce qu'on sait très bien que la juridiction pénale ne peut être saisie qu'en cas de situation infractionnelle. Et quand il y a situation infractionnelle, c'est que le mal est déjà fait sur l'environnement. Donc on n'est plus dans la prévention, on est dans la répression. Donc je dirais que ce n'est pas indépendant, enfin si c'est indépendant d'ailleurs, c'est deux choses absolument différentes, et c'est un volet que les associations utilisent bien sûr lorsque l'atteinte environnementale est déjà réalisée. Et quid du caractère protéiforme des contentieux? Alors, quand on a la tête dedans, on l'oublie, mais la question, c'est comment on fait. Voilà, ce projet, il est insupportable, parce qu'au départ, vous avez utilisé le terme de militant, c'est bien sûr des gens qui ont un objectif, un objet social, des convictions, qui viennent avec un ressenti. C'est des riverains qui voient une rivière polluée, un air irrespirable. Mais comment on fait? Comment on peut casser cette affaire? Et le rôle de l'avocat en droit public va être de l'interface en fait entre le discours militant et l'objectif militant qui est de empêcher cet aéroport ou prendre cet exemple et de où est-ce qu'on peut taper, quelle décision finalement il faut cibler parce que on en revient à ça, le droit public c'est attaquer une décision et si elle est trop ancienne ou si on l'a pas identifié, l'épée ne fonctionnera pas. Et c'est peut-être ça, à chaque fois, on y revient. Je comprends, cette autoroute, cet aéroport, évidemment, vous n'en voulez pas. Maintenant, la question, c'est que l'avocat doit passer ça au tamis et trouver le bon argument contre la bonne décision. Autre sujet qu'on connaît mieux côté requérant que côté défenseur comme nous, quelles sont les complexités des actions de groupe? Oui, alors j'ai la chance de développer ce contentieux avec un cabinet qui s'appelle FAOS, qui est spécialisé sur les questions RGPD, données personnelles. Là, en l'espèce, on attaque Apple, qui a reconnu, on va dire, des écoutes avec ses assistants vocaux. Ils ont accepté d'indemniser leurs consommateurs aux États-Unis à hauteur de 100 millions à peu près de dollars. Et donc, on explique que puisqu'ils indemnisent aux États-Unis, ils devraient pouvoir le faire en France et en Europe. Et peut-être plus fort et une plus grande indemnité, puisque le cadre à RGPD est notamment plus rigoureux, plus strict en théorie. Là, il y a un lanceur d'alerte qui a expliqué que donc des écoutes involontaires, hein, donc sans que la personne ait dit Siri, mets-moi la musique préférée, que ces écoutes, elles avaient été non seulement sorties du téléphone, envoyées à Apple, envoyées en Irlande, envoyées à un prestataire extérieur, et qu'elle avait fait l'objet d'un traitement humain de vérification des retranscriptions. Donc là, on est très très loin du RGPD, évidemment, et c'est des conversations qui peuvent être très sensibles entre un avocat et son client, un médecin et son patient, le patient et son médecin, mais des gens qui s'engueulaient, des conversations de tous les jours qui peuvent révéler des opinions politiques ou religieuses. Enfin, on est sur quelque chose de très très lourd. Il y a plus de 15 000 personnes qui rejoignent la démarche. Et donc, en termes logistiques, là, heureusement, on aura un tribunal seulement, entre guillemets, à saisir. Mais vous pouvez avoir comme ça différentes juridictions.
Donc la logistique est vraiment pas à sous-estimer, mais tout ça vient du fait que les actions de groupe en France et en Europe ne fonctionnent pas, on peut le dire comme ça. En tout cas, c'est décevant, très décevant par rapport aux class action américaines. Et la récente transposition de la directive européenne a encore raté. Il y avait une proposition de loi pour le transcrire de manière ambitieuse qui a été enterrée par Michel Barnier, qui était alors Premier ministre. Et donc le résultat, c'est que c'est à peu près OK maintenant la transposition de la directive européenne s'agissant des actions en cessation de manquement. Mais pour ce qui est de l'indemnitaire, c'est encore très très verrouillé. Et donc on ne peut pas véritablement compter sur une class action, une action de groupe où il y a une association qui représente une discussion qui se fait avec le juge pour identifier un cas typique, et qu'une fois que c'est fait et que ce cas typique se voit octroyer tant de dommages et intérêts, eh bien, il y a un appel qui est fait à tous les cas similaires, par exemple. Et on peut comme ça, comme aux États-Unis, se retrouver sur une procédure une fois que la solution est trouvée. Ça, c'est pas possible du tout en France, et pour quelques années encore, je pense. Donc, on est obligé de passer par des contentieux sériels. Ça peut être très, très lourd, très, 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 très vite, très, très lourd. Voilà. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par l'ordre associé pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.